Yud Chet Amud Bet. On est la troisième ligne d'en haut de la page. Yud Chet Amud Bet. On peut dire secours à la Nishmat, tout à l'heure. Oui. Aussi à la Refoua Shema Mira de Raphaël Isha Eliyahu Ben Ronit et de Michal Bat Siona, de Shalom Ben Yidit et de Léa Bat Esther et de Naomi Esther Bat Ilana Hada et de ensemble avec tous les malades, Beyachem Kol Cholei Israël. Amen. Et des blessés. Ben, les blessés, ils sont compris dans les malades. Ok, troisième ligne dans la page Yudchet Amud Bet. Man Tana Laha, qui est l'auteur de cet enseignement de Tanu Rabbanan? Lo temale isha kadera asasiyot veturmasin vetaniach letoch hatanur erev Shabbat im chashecha. Une femme n'a pas le droit de remplir, disons, une casserole, une marmite, okay, avec des espèces de turmasin asasiyot, des espèces de fèves. C'est Ou des lupins. Pardon? Lupins. Lupins. Et avec des lupins. Et les laisser dans le four. Elle n'a pas le droit d'introduire ça dans le four la veille de Shabbat, juste avant la tombée de la nuit. Im chashecha. Ve'im netanan. Et s'il a fait ça, le motsei Shabbat asurim bichdei sheyasu. C'est-à-dire que motsei Shabbat, on ne va pas pouvoir manger le contenu de cette casserole jusque, disons, ça prend à ces fèves ou ces lupins de cuire. Disons, ça leur prend 8 heures. On doit attendre que 8 heures vont s'écouler après Motsei Shabbat pour pouvoir entamer ce qui est dedans. Maintenant, Kayotsebo, dans le même esprit. Et un homme, il a le droit? Voilà, c'est la question que j'allais poser. Tu penses sérieusement ou c'est une blague? Non, sérieusement. Un homme? Mais qu'est-ce qu'un homme il fait avec une casserole? À l'époque, les hommes et les casseroles, c'est deux choses à part. C'est seulement aujourd'hui qu'on pouvait demander qu'est-ce qui se passe avec un homme. Un homme et une casserole, ça ne va pas ensemble. C'est pas une question d'époque, la Torah est éternelle. Il croit que c'est un chapeau. Bien sûr qu'il n'y a aucune différence si c'est un homme ou une femme. Et dans le même esprit, Lo yimale nachtom chavit shel maim, un pâtissier ou même quelqu'un qui cuisine, il n'a pas le droit de remplir une marmite d'eau. V'yanniach letoch hatanur, le mettre dans le four erev Shabbat im chashecha, v'imasa, et si néanmoins il a fait, le motsei Shabbat asurim bichdei sheyasu. Encore une fois, le contenu va être interdit jusque le temps de cuisiner tout ça, motsei Shabbat. Ça fait peu choquer. Aucune différence, je pense que. Non. Ici, on parle de quelqu'un qui l'a fait Bemezid. Bemezid. Bemezid, on ne peut pas s'en servir du tout, même après. Non, parce que tu parles de quelque chose qui a fait un acte pendant le Shabbat. Mais ici, on parle de quelqu'un qui a fait un acte avant le Shabbat. Maintenant, c'est quoi l'histoire avec ces fèves? Pourquoi il faut? Parce qu'il ne peut pas profiter du. Il ne peut pas profiter de ce qu'il a fait. Maintenant, apparemment, ces fèves et ces lupins, ce truc qu'elle est en train de mettre dans le four, ça prend énormément de temps de cuire. Et bon, c'est possible qu'elle a ciblé en fin de compte Motsei Shabbat. Elle a mis ça dans le four, pas pour Shabbat, mais pour Motsei Shabbat. Mais qui est l'auteur de tout ça? Apparemment, à première vue, Leima Beit Shammai. Velo Beit Hillel. Apparemment, comme on a vu avant, avec les lois, la halakha qu'on a vu précédemment, c'est l'esprit de Beit Shammai. Beit Hillel, lui, il a dit qu'il n'y a pas de problème que si tu entames une melacha avant le Shabbat, même si cette melacha va continuer à se dérouler pendant le Shabbat, tant que toi tu n'es pas actif, Beit Hillel lui permet. Donc apparemment, ça c'est dans l'esprit de Beit Shammai. On a le droit de mettre on a le droit de mettre un repas qui met 4 heures de cuisson pour préparer un mélavé malka, je ne sais pas, pour préparer un beau truc, et de le retirer de la cuisson. Donne-moi encore une fois le scénario. Tu as un plat qui prend plusieurs heures
pour être préparé, et tu le faire pour la sortie de Shabbat. Non, tu à quel moment tu fais? Le Shabbat, tu mets ou avant le Shabbat? Si je le mets avant, bien sûr, Shabbat. Ah, avant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de le retirer pour pas qu'il brûle pendant Shabbat? Est-ce que j'ai le droit de le retirer du four? Tu le mets dans le four le Shabbat, tu l'as mis dans le four Shabbat pour Motzei Shabbat. Pour Motzei Shabbat. Alors d'abord, le fait que tu l'as mis dans le four pour Motzei Shabbat, selon Beit Hillel, dans Beit Shammai, c'est interdit. Il ne profite pas pour Shabbat. Pardon? Il ne profite pas pour Shabbat. Oui, oui. Après Shabbat. Oui, mais néanmoins, l'acte de cuisson est en train de se dérouler pendant le Shabbat. C'est pas important quand il a voulu, quand il a ciblé de manger. Le fait est qu'il y a un acte qui est en train de... Et selon Beit Shammai, c'est interdit. C'est la lacha. Je continue. Alors apparemment, c'est Beit Shammai, velo Beit Hillel. Et la Gemara dit pas forcément. Afilu teima Beit Hillel. C'est possible que même Beit Hillel serait d'accord. Pourquoi? Gzera shema yichate begechalim. C'est pas Beit Hillel interdirait aussi, pas parce que il y a un problème avec le fait que la melacha se déroule pendant le Shabbat. Ici, il y a un autre problème, un problème à part. Shema yichate begechalim. Peut-être il va oublier, au moment d'oublier que c'est Shabbat, il va toucher un petit peu les braises pour activer, pour accélérer le processus. Il voit que peut-être le feu il n'est pas assez chaud et il va faire comme il fait normalement dans la semaine, et ça c'est interdit. Donc de peur qu'il fait ça, à Beit Hillel ici, il dit que c'est différent quand tu mets dans le four il y a des braises, là je t'interdis. Pas à cause du fait que la cuisson, ils sont en train de pendant le Shabbat, non. C'est clair? Alors la Gemara dit, si c'est comme ça, Ihachi, Mugmar ve Gofrit, Nami l'exor. Pourquoi Beit Hillel permet, on avait dit hier, de brûler de l'encens pour parfumer des habits ou de la soufre sous un ustensile? Là aussi, il dit la même chose. Il y a peur, on a peur qu'il va commencer à toucher les braises. Hatam lo machatei lehu. Il dit là-bas, il n'y a pas de peur on n'a pas peur qu'il va justement toucher les braises. Lo martei lehu. Mais la Gemara dit, ok, mais t'es martei, pourquoi on n'a pas peur? Parce que s'il va tâtonner et bouger les braises, salik behu koutre, ve kache lehu. Koutre, c'est de la fumée. Quand on est en train de parfumer des habits, en train de brûler de l'encens, si tu commences à toucher les braises, on a peur qu'il y a de la fumée qui monte. Au contraire, la fumée qui monte, c'est mauvais pour les habits. Ça va endommager, ça risque d'endommager les habits. Et la même chose avec les ustensiles qu'on mettait sur le truc. Le quoi? Le soufre. Ça aussi. Donc il n'y a pas de peur que le type il va les khator begechalim parce que s'il va le faire, il y a un risque de fumée qui va nuire. On parle du soufre. Moi, je sais ce que c'est que le soufre. Ok. Même je travaillais, il y en avait beaucoup. Ok. Mais c'est irrespirable. Irrespirable. Mais ici, attends, j'imagine que c'est une petite quantité qui cible un ustensile qu'on a mis au-dessus. Une petite quantité. Vous savez, les allumettes soufrées, autrefois, les allumettes, elles sont soufrées. J'ai eu fumé, quand on met le feu à l'allumette, le soufre, il ne fallait pas sentir parce que ça nous... À peine pour faire le beaucoup. Peut-être le type il mettait un mouchoir sur le nez et la bouche. Je ne sais pas. Encore une... C'est très puissant. Okay. Peut-être Gofrit. Peut-être Gofrit, c'est pas le soufre. Peut-être Gofrit, il y a une autre traduction. C'est l'image du soufre là aussi. C'est marqué soufre. Ok. C'est la suie. On continue. Encore une question. Unin shel pishtan, Beit Hillel qui permettent apparemment de mettre des épis de lin dans du four. Nami, pourquoi l'exor? Encore une fois, tu devrais interdire de peur que tu vas les chatot begechalim. Hatam kevan de kashe lehu zika lo megalule.
Là-bas, c'est différent parce que si on ouvre pour commencer à tâtonner les braises, il faut ouvrir la porte, pas la porte, l'ouverture, il faut le couvercle du four. Quand on ouvre le couvercle du four, ça introduit de l'air, du vent. Le vent, ça active. Oui, mais non, c'est pas seulement ça, mais le vent apparemment c'est mauvais pour ce processus de chauffer les tiges de lin, c'est pas bien. Donc comme il va pas bouger les braises, parce que pour bouger les braises, il faut ouvrir le four. Et pour ouvrir le four, quand il introduit du vent ou de l'air, ça nuit. Donc il n'y a pas de peur qu'il va les chatot begechalim. Encore un cas, Tsemer, la Yora, que Beit-Il avait permis de mettre de l'huile, de la laine dans un truc pour recevoir de la teinture, on dit pour une peinture, pour se teindre. Ça aussi, tu devrais interdire, de peur qu'il va les chatot begechalim, l'ixor, Marshmuel beyora akura. On parle d'une casserole, une marmite dans laquelle se trouve la teinture, qui est pas sur les braises, qui a été déplacée, et elle est très chaude, mais elle n'est pas sur les braises, et donc il n'y a pas de problème. Veneichu shema megisba, il est ok, mais peut-être le type, il va prendre une espèce de cuillère, et il va remuer. Encore une fois, en remuant, on accélère le processus de bichoul. Donc il y a, à part le problème des braises, peut-être il va la guise, et la Gemara dit be'akura ve'tucha. On parle d'une marmite qui pas seulement on a déplacé du haut des braises, elle est plus sur les braises, mais en plus elle est recouverte, pas seulement recouverte, elle est recouverte avec, on la met autour de du couvercle, on met comme de la boue, une espèce de boue qui devient solide pour bien fermer. C'est fermé hermétiquement. Oui. C'est une couverture plutôt, non? Je pense que c'est la boue, mais tout quoi que ce soit, c'est fermé. Donc le type, il risque pas. Pour arriver à cet acte de remuer, il va devoir briser le truc, il va ouvrir. Il va se rappeler que qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est Shabbat, et ça va le freiner. Alors la Gemara dit, Vahashte de Amar Mar. Et maintenant qu'on a introduit cette idée, qu'on a peur que le type il va toucher les braises, si on a une marmite dans laquelle il y a de la viande qui est crue, qui n'a pas encore été cuisinée du tout, là on a le droit, même selon Beit-Hillel, je ne sais pas, mais Beit-Hillel, on a le droit de mettre de la viande qui n'a pas du tout été cuisinée dans le four. On n'a pas peur qu'il va commencer à toucher les braises. Pourquoi? Parce que comme il n'est pas du tout cuisiné, il n'est pas apte à être mangé la nuit. Donc c'est seulement pour le lendemain, la journée du lendemain. Et donc il n'a aucun intérêt de commencer à bouger, accélérer le processus, parce que ça prend des heures et des heures, il se disconnecte de tout ça, il sait que ça prend des heures, il attend jusque demain. Oui, mais le Shabbat matin, il voit que la viande, elle n'est pas très cuite. Elle est cuite, parce que ça fait toute la nuit qu'elle est dans le four. Peut-être pas à son goût, alors peut-être qu'il veut quand même. Apparemment non, on n'a pas peur de ça. La Gemara dit... Comme le contenu de cette marmite n'est pas apte à être mangé la nuit parce que la viande dans la casserole elle est crue et donc on ne peut pas le manger la nuit, mentalement il se disconnecte. Il ne va pas risquer, il n'y a pas de risque qu'il va toucher les braises. Maintenant, au bashil, shapir dame. Il y a un autre cas de figure où ce serait permis de mettre la viande dans une casserole, dans un four, si la viande, elle est cuite. Si la viande, déjà, elle est cuite, là aussi, il n'y a pas de risque qu'il va commencer à toucher les braises. Il n'y a aucun intérêt qu'il va essayer d'accélérer le processus, parce que la viande, elle est déjà cuite. Quel est le bachil? Shapir dame. Maintenant, si on a un cas de moitié-moitié, bachil velo bachil, alors là, c'est assir. Si la viande, elle n'est pas tout à fait cuite, elle commence à se cuire, mais elle n'est pas tout à fait. Donc, elle n'est ni crue et ni cuite.
Là, c'est interdit. Là, il y a un risque qui va vouloir accélérer le processus et toucher les braises. Mais même dans ce cas, mais s'il introduit dans la casserole un morceau de viande qui est cru, alors là, ça va sauver le reste. Ça veut dire qu'on a normalement, on n'a pas le droit de mettre dans un four une marmite avec de la viande qui n'est pas tout à fait cuite, de peur qu'il y ait des gechalim. Mais s'il veut néanmoins introduire ces casseroles dans le four, il veut le faire. Alors il a une solution. Il ajoute dans la casserole un morceau de viande qui est cru. On avait dit avant que s'il y a un morceau de viande qui est cru, là c'est permis de le mettre dans le four parce qu'il n'y a pas de risque qu'il va l'échatot begechalim. Et en quoi ça sauve la... Je ne comprends pas parce que, encore une fois, même s'il y a un petit morceau de viande crue... Toi, tu as dit un petit morceau. Oui. C'est toi qui as dit petit. Même un grand morceau. Okay. Il y a quand même de la viande qui est moitié-moitié et qu'il a intérêt à accélérer le processus. Je ne sais pas. Apparemment, ils disent que c'est suffisant qu'il y ait un morceau parmi les morceaux de viande qui est cru à fond. Et ça t'autorise à cause de ce morceau, il ne risque pas. Il ne va pas abîmer ce morceau. Pardon, il se disconnecte à cause de ce morceau. Mais bon, c'est une bonne question. Et aujourd'hui... Oui, vas-y. Au sujet au sujet des 60% d'un aliment qui est cuit, qu'on peut mettre sur la plata, est-ce qu'on peut donc l'associer, on peut donc prendre ce principe, est-ce qu'on peut donc l'appliquer à tout ce qui a été dit auparavant? C'est-à-dire que du moment qu'un aliment, tout ce qu'on a dit, les pois chiches, le lin ou je ne sais quoi encore, donc est cuit et consommable à 60%, tout le reste, on peut, et donc on peut très bien, appliquer donc ce que dit donc Beth Hillel, à savoir que ça gêne en rien. D'abord aujourd'hui, la plupart des gens ils utilisent un platin. Un platin. Platin ça ne cuit pas normalement. Platin ça tient au chaud. Et peut-être ça va chauffer, mais c'est pas assez chaud pour cuire. Peut-être ça chauffe, mais ça va cuire. Et normalement aussi. Toute la nuit, hein? Si ça reste toute la nuit, ça risque de cuire. Mais de toute façon, il n'y a aucun problème de mettre ça. Il y a des gens qui mettent sur la platin comme une assiette de, comment on appelle ça oui, comment on appelle ça? Non, en dessous. Oui, j'ai dit sur la platin, ils mettent quelque chose, c'est comme si ce n'est pas directement. Mais de toute façon, avec le platin, on n'a pas le risque de l'échatot begechalim. Il n'y a pas de braise. Il n'y a pas de braise. Donc c'est déjà c'est un autre scénario. Non, mais au sujet de la femme qui met à tremper donc ses pois chiches, je ne sais quoi. Oui. Si ces pois chiches sont mangeables à 60%, oui. Elle peut le faire. C'est-à-dire que donc ça peut continuer à se cuire, Si elle met les pois chiches, si elle met ces trucs dans le four, et c'est comme la viande qui est déjà, on a dit la viande qui est déjà cuite. Pas de problème de le mettre dans le four. À 60%, je parle. Oui, je parle à 60%. Non, à 60% non. On va en parler plus tard. On a dit ici que si c'est la viande qui est moitié-moitié, il y a toujours le risque que le type va vouloir accélérer le processus de cuisson et toucher les gechalim. La Gemara dit Hashta, vehashta. Et maintenant, de Amar Mar, Kol midi de cache les zika. L'homme galoulé. Si tu me dis que n'importe quel élément qui se trouve dans le four, qui va être nuit par l'introduction de vent ou d'air, ça lui fait du mal. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cas de figure suivant? Hay bisre de gadia, de la viande qui vient d'un veau, ve charik. Hein? Un chevreau. Chevreau, c'est une espèce de chèvre, non? C'est un petit. La viande de ce chevreau. C'est un agneau. Et charik. Charik, c'est quoi? Qu'encore une fois, que le couvercle du four, il
il est fermé, pas seulement fermé, il y a un truc qu'on a mis autour comme pour le fermer hermétique, de façon hermétique. Alors, si on a dedans ce chevreau, maintenant, et en plus c'est fermé, Shapir Dam, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que même si du vent, comme c'est fermé, il n'y a pas de risque qu'il va l'ouvrir et commencer les khatet begechalim. Et Rashi dit, c'est la casserole qui est fermée par le four. Non, c'est pas la casserole, c'est l'ouverture du four. L'ouverture du four. Rashi qui garde le chevreau, cachez les zik que le vent va nuire à la viande. Ok? Donc je répète. V'hashte de amarma, kol midi de cachez les zik, lo megalule, hay bisre de gadye v'sharik, shapir dame, de bach v'lo sharik. Maintenant, quand on a, encore une fois, vous entendez, le chevreau, il ne va pas ouvrir l'ouverture du four, parce que ça va nuire à la viande. En plus, il y a deux choses. En plus, le four, l'ouverture du four, il est bien fermé. Donc, il y a deux raisons pour le freiner et l'empêcher de l'Echatot Begechalim. Maintenant, l'autre extrémité, de Bach velo sharik. Rashi dit que Bacha, c'est Aïl Gadol, c'est comment on dit Aïl en français? Aïl. Un bélier, exactement, un bélier. La viande d'un bélier, le vent, ça lui fait aucun effet. Ça ne va pas nuire. S'il y a du vent qui rentre dans le four, ça ne va pas nuire à la viande du bélier. Et en plus, l'ouverture, elle n'est pas fermée hermétiquement. De Bach, velo sharik, tout le monde est d'accord de Assour. Ok? Donc, tout le monde est d'accord que si on a une viande dedans qui est sensible au vent, que le vent va nuire, en plus le couvercle il est bien fermé, c'est permis. Tout le monde est d'accord que si on a une viande, comme d'un bélier, qui est insensible au vent, en plus la couverture n'est pas bien fermée, tout le monde est d'accord que c'est interdit. Et qu'est-ce qui se passe dans le cas de figure où on a seulement un des deux trucs, on va voir. De Gadia, velo sharik. Si on a une viande dans le four qui est la viande d'un chevreau qui est nuit par le vent, mais en attendant, le couvercle il est pas bien fermé, ou de Bacha, une viande qui est insensible au vent, mais sharik, mais la couverture elle est fermée. Donc on a seulement un élément au lieu de deux. Alors, dans ce cas, est-ce que ce serait permis d'introduire le truc dans le four la veille de Shabbat? Ravashi share. Rav Yirmiyah Medifti Yassir. Rav Ashi permet, Rav Yirmiyah Medifti l'interdit. Le Rav Ashi qui permet, Rav Ashi de Share, Vehatnan, Ein Tsolin. Toi tu permets, mais en attendant c'est écrit dans une Mishnah, Ein Tsolin Bassar, Batsal Vebeitza. Ela Kedeshi Yitzolumi Beodiom. On n'a pas le droit de cuisiner ou de griller de la viande, des oignons, ou un œuf, seulement si déjà la veille de Shabbat, ça a déjà été cuit. Alors comment Ravash, il va comment il va expliquer ça? Que lui, il permet justement d'introduire dans le four, de cuire la viande, même si elle n'est pas encore cuite. Alors la Gemara dit, Hatem, de quoi on parle là-bas? De Bacha velo sharik. Il dit que pourquoi là-bas on t'interdit de mettre de la viande dans le four seulement si la viande était tout à fait cuite. Parce que de quel genre de viande est-ce qu'on parle? On parle d'une viande une viande qui est insensible, qui ne va pas être nuit par le vent, par l'air qui va entrer dans le four. Donc il risque d'ouvrir parce que même s'il y a de l'air qui rentre, ça ne va pas nuire à la viande, c'est du bélier. Et en plus, c'est pas fermé. Donc il y a un risque. Mais il y a un risque. Alors là, la Mishnah te dit que tu ne peux pas griller, que ce soit un œuf ou de la viande, un truc, seulement si c'est déjà cuit. Parce qu'on parle de ce genre de situation.
où les éléments qu'on a mis dans le four, ils vont être nuits par le vent qui risque de rentrer. En plus, la couverture, le couvercle, il n'est pas bien fermé. Oui. Mais on ne peut pas rentrer dans toutes ces considérations. Alors, les déoraïta, peut-être, mais pas au niveau des rabbanan, tout ça c'est interdit. C'est sûr, non? La halakha ne va pas interdire tous ces choses. Nous, encore une fois, j'ai une précision très importante à répéter. Oui, on n'est pas Ici, là. c'est un cours de Gemara. Oui. C'est pas un cours de halakha. Alors, c'est quoi les cours de Gemara? On a le droit de s'exprimer. Quelle question? On a le droit de dire que peut-être la halakha elle est comme ça et tu as le droit de me répondre. C'est pas obligé. Attendez, il n'est pas obligé, il a raison. C'est un cours de Gemara. On n'est pas en démocratie. Tu n'étais pas ici. Il a expliqué. Non, j'ai compris. Non, il a compris. Mais... Moi j'ai compris. C'est le Rav qui décide. Le Rav a toujours raison. Tu peux dire ça à ma femme. Elle a que des chiites sur le besoin. Alors on dit que de Amré. Je ne pense pas que ce soit la halakha. Je crois qu'on a le droit, c'est-à-dire avant Shabbat, tu mets dans le choulent un œuf qui cuit pendant Shabbat. Donc, aucun problème. Mais encore une fois, pourquoi il n'y a aucun problème? Parce que tu mets ça où? Tu mets ça sur un plata. Et plata, il n'y a pas chez Yichate Begachalim. Et que de Amri, il y a une autre version de Gadia. Encore une fois, je vous répète, Gadia c'est le chevreau. Il est nuit par le vent qui rentre dans le feu. Tendre. La chair est tendre. Et alors? Très tendre. La chair. La chair. Tendre. Elle est sensible au vent. et en plus, ça coûte 2 zouz. de Gadia ben Sharik, ben lo Sharik Shapir. Tant qu'on a dans le four la viande qui est la viande d'un chevreau ou quelque chose de similaire, c'est pas important si le couvercle il est bien fermé ou pas, c'est permis d'introduire dans le four parce qu'il ne risque pas d'ouvrir la porte pour les chatot begechalim pour toucher les braises parce qu'il sait que l'air qui va entrer va nuire à la viande. Shapir Dame. De Bach, Nami, Vesharik, Shapir Dame. Maintenant, si on a de la viande qui est insensible à l'air qui va entrer, par exemple la viande d'un bélier, et si la couverture du four il est bien fermé, alors là aussi c'est permis, Shapir Dame. Quand est-ce qu'il y a une marloquette qui pligue de Bach, quand on a une viande qui est insensible au vent, la viande d'un bélier, Velo Sharik. Et le couvercle du four, il n'est pas bien fermé. Dans ce cas, il y a une marloquette de Ravashi Charé. Ravashi permet, Ravier Miamedifti Assir. Mais le Ravashi de Charé pour Ravashi qui permet, et pourtant la Mishnah qui dit Ein Solin Basar, Batsar Beitza, et le Kadeshi Itzolumi Beodium. Alors, comment il permet quand on a une Mishnah qui dit qu'on ne peut pas cuire la viande et de l'œuf et des oignons seulement si c'est déjà cuit la veille, on ne peut pas les introduire dans le four la veille. Hatam Bisra à Gumre, il dit là-bas c'est différent. On parle que quand on nous interdit de cuire de la viande ou de griller de la viande, c'est mis et posé directement sur des braises. C'est pas un four, c'est directement sur des braises. Alors là, il n'y a même pas d'ouvert, il n'y a pas d'ouvert. Là, il y a vraiment un danger de Shama Yichate Begechalim. C'est pour ça qu'ils disent que c'est interdit. C'est comme ça que Ravash va répondre. C'est carrément du feu. Pardon? C'est même le feu. C'est comme du feu, c'est comme si on avait un feu ouvert. Oui, c'est un feu ouvert. Évidemment, il doit y avoir une espèce de grille qui est placée sur les braises pour que la viande ne va pas s'abîmer, mais c'est posé directement au-dessus des braises. C'est des braises, c'est pas du feu, c'est pas la même chose. Oui, c'est des braises, mais sans rien. Mais tu sais qu'avec des braises, tu peux te brûler. Je sais. Ça chauffe un repas, comme le feu. Amar Ravina Hai Kara Chaya. Si tu as du kara c'est quoi? C'est une courge. Une courge qui n'est pas cuite du tout. Une courge qui n'est pas cuite du tout. Shapir Dam, il n'y a pas de problème de le mettre dans le four. Pourquoi? Keivan de cacher les zika. Que bisre de Gadia Dam. Encore une fois, parce que la courge qui est crue, le vent aussi, l'introduction d'air, ça va nuire à la courge. C'est comparable au chevreau et donc c'est permis. Encore une fois, le principe il est clair. Oui, que tant qu'il y a un risque quand tu ouvres le four
le vent qui rentre, ça va abîmer au contenu du four ce qui est dedans. Alors, on te permet de mettre cette chose dans le four la veille de Shabbat. On n'a pas peur qu'il va les chatot begechalim parce qu'il sait très bien que le moment qu'il ouvre le four, ça va nuire, ça risque de nuire à la chose qu'il a mis dedans. C'est quoi Kevisra? Comme de la viande d'un chevreau. C'est comparable à la viande d'un chevreau qui est sensible au vent. Maintenant, un autre sujet. Beit Shammai omrim ein mochin. Beit Shammai, eux, ils disent qu'on ne peut pas vendre un goy, un ustensile, avant le Shabbat. Et maintenant, c'est un sujet justement, les relations, vis-à-vis d'un non-juif, qu'est-ce qu'on peut lui transmettre, qu'est-ce qu'on peut lui louer, qu'est-ce qu'on peut lui vendre, parce que Beit Shammai disent qu'on a peur que si tu vends à un goy quelque chose la veille de Shabbat, et au niveau de Marit Ain, ça pourrait donner l'apparence ou l'impression que le goy est en train de faire un travail pour toi. Les gens, ils ne savent pas que tu lui as vendu. Alors, ils peuvent savoir que, disons, tu lui as donné, tu as prêté ta casserole, tu as vendu ta casserole. Mais les gens, ils voient que le type, il se promène avec ta casserole le Shabbat. Ils pourraient penser que le type est en train de... Il va travailler pour toi et faire une melacha le Shabbat pour toi. À cause de ça, Beit Shammai dit tu ne peux pas lui vendre quoi que ce soit la veille de Shabbat. Tanu Rabbanan, Beit Shammai omrim, lo yimkor adam chefso lenochi. Il ne peut pas vendre un objet, son objet, à un goy. Velo yashilenu, il ne peut pas lui prêter quelque chose. Velo yalvenu, il ne peut pas lui prêter. C'est quoi la différence entre halva'a? C'est quoi la différence entre halva'a et she'ela? She'ela, c'est prêter, halva'a, c'est louer avec de l'argent. Non, hein, les deux c'est prêter. La différence c'est que she'ela, c'est que tu lui prêtes un objet et tu veux que l'objet lui-même, il va te remettre l'objet, il va te rendre l'objet que tu l'as prêté. C'est un prêt. Tandis que halva'a, tu lui prêtes quelque chose, disons de l'argent, il va dépenser de l'argent. Il te rend la quantité que tu as. Hein? Oui, un équivalent. Ça c'est halva'a. De toute façon, ça aussi tu ne peux pas. Velo yiten lo b'matana, il ne peut pas lui donner un cadeau aussi la veille de Shabbat. Et là, seulement dans le cas où elle a kadesh yagia le beito, seulement s'il sait apparemment que le goy va avoir assez de temps avant le Shabbat pour prendre l'ustensile qu'il a reçu du juif et rentrer chez lui à la maison. Donc une fois qu'il est à la maison, les gens, voilà, ça va. Ça c'est Beit Shammai. Le Beit Hillel omrim כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה. בית הלל disent non. Il n'a pas besoin, même s'il arrive à la première maison qui est à la lisière du village ou de la ville, même si ce n'est pas sa maison à lui, c'est suffisant. Rabbi Akiva omer כדי שיצא מפתח ביתו. Tandis que Rabbi Akiva dit, pour Beit Hillel, Rabbi Akiva lui il dit que c'est suffisant qu'il y ait assez de temps pour que le goy il sorte de la maison du juif. Une fois qu'il est sorti de la maison des Juifs, c'est fini. On a pu avoir peur que le goy il est en train de travailler pour le Juif. Donc c'est quelques minutes, ça pourrait être même quelques minutes avant le Shabbat. Le temps que ça lui prend de sortir de la maison du Juif. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, hen divrei Rabbi Akiva, hen divrei Beit Hillel. Il dit que tu saches que Rabbi Akiva, ce n'est pas une troisième opinion. Rabbi Akiva est en train d'expliquer l'opinion de Beit Hillel. Lo ba Rabbi Akiva, elle est le feresh d'ivrei Beit Hillel. Ok. Maintenant, juste regarder un Rashi. Le Rashi qui dit Ela kadesh yagia. On doit attendre seulement s'il y a assez de temps pour que le goy il prend l'objet, il arrive chez lui à la maison. Rashi dit אלא כדי שיגיע הנוכי לביתו מבעוד יום. ואף על גב דבדידי כתרח, en dépit du fait que lui, il est en train de travailler pour lui. Disons que le goy, il a loué un objet. Alors le goy, il est en train de travailler pour lui-même. S'il fait un travail, c'est ustensile, c'est pas pour le juif, c'est pour lui-même. Machmerinen Beit Shammai de Michlaf Beshlucho. Beit Shammai disent ils sont machmir parce qu'ils disent on ne sait pas.
Chodesh Tov. On ne sait pas si ce goy, il donne un pense, peut-être c'est le shaliach du juif. C'est de ça que Beit Shammai a peur, que les gens vont penser que les travaux que le goy il est en train de faire pendant le Shabbat, il le fait en tant que shaliach du juif. On est arrivé à Tanoura Banan. Maintenant, vous entendez, on va s'arrêter là, juste un petit mot très vite sur la paracha du Shabbat précédent, parce qu'il y a un truc important. On voit apparemment une contradiction de base dans la paracha de Matot. C'est quoi la contradiction de base? C'est qu'on voit que la tribu de Réhouven, la tribu de Gad et de Chetzi Menaché, quand ils ont dit « nous, on ne veut pas entrer en Israël », parce qu'on voit, on constate que cet endroit ici, ce pays, c'est un pays qui est apte aux troupeaux. Et nous, on a des troupeaux. Chetzi Menaché, ils ont rien dit du tout. Ok, mais néanmoins, ils étaient de ce côté avec Réhouven et Gad. Et Moshe Rabbeinu les a réprimandés. Alors d'abord, il les a réprimandés parce qu'il a dit au niveau de la morale, ça va donner une très mauvaise impression. C'est comme si vous avez peur. C'est comme si vous avez peur et après il dit non, on n'a pas peur et on va, tu sais quoi, on va construire des enclos pour nos troupeaux et après des maisons pour nos familles, nos enfants et puis on va aller à la tête de l'armée. Et il continue, Moshe Rabbeinu, les réprimander. Et si vous regardez le texte, la Torah, il dit à chaque deux mots, il dit Nifnei Hashem. Mais si vous allez, il dit d'abord, vous allez faire quoi? Vous allez construire des maisons pour vos enfants. Et après des enclos pour vos troupeaux. Voilà. Et après, il leur dit, si vous allez aller à la tête de l'armée, Nifnei Hashem. Et vous allez faire l'Ifnei Hashem. À chaque deux mots, c'est l'Ifnei Hashem. Parce qu'eux, ils ont dit, nous, on va aller à la tête de l'armée. Et nous, on va aider à Israël d'hériter leur terre. Ils n'ont pas dit un mot. Ils n'ont pas rappelé du tout à Kadosh Baruch Hu. Et Moshe, ici, regardez le texte. Si je le trouve très vite, alors je vous le lis. On voit, bref, que c'est négatif. C'est négatif, cette idée d'être matérialiste. Et ils ont cédé sur Eretz Israël, la terre promise, à cause de quoi? À cause de la richesse. C'est la terre promise. À cause de quoi promis cette terre à Israël. Tu sais quoi? Ici, c'est bien, il y a pas mal de troupeaux. Nous, on a des... Incroyable. Et en fin de compte, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'à Rei Miklat, on a 6 villes de refuge. Il y a 3 à l'intérieur d'Eretz Israël qui servent pour 9,5 tribus, 9 tribus et demie. Il y a 3 de l'autre côté qui vont servir pour 2 tribus et demie. C'est bizarre. Et les sages, ils disent, tu sais pourquoi? Parce que de l'autre côté de la rivière, là-bas, il y a beaucoup de meurtriers. Beaucoup de meurtriers. Comment ils sont arrivés à cette situation qu'il y a beaucoup de meurtriers? Parce qu'une mentalité matérialiste, rien dans la vie est statique. Ça se dégénère. Et les gens, ils pensent, moi je pense à moi, je veux pour mon bien, je veux profiter. À la fin, ça dégénère, ça devient des meurtres, des meurtriers. Donc tout ça, on voit que c'est... Involontaire. Oui, involontaire, mais peut-être même aussi volontaire. Mais quoi que ce soit, les premières tribus à être exilées, c'est ces tribus-là. Donc on voit que la Torah est en train de dire c'est très, très négatif d'être matérialiste. Et en attendant, au début de la paracha, quand on parle du butin, le butin qui a été pris par les soldats dans la guerre contre Midian, il y a une liste apparemment barbante, une liste de chameaux et d'assiettes et d'or. On pourrait se demander la question, pourquoi faire? Pourquoi moi je dois avoir cette liste? On s'en fout. Combien il y a eu de chameaux, combien il y a eu de d'ânes, combien il y a eu d'or? Pourquoi la Torah? Alors il y a un Rashi qui dit au début de Bamidbar que quand Moshe Rabbeinu doit compter à Israël, Akadosh vous dit compte parce que si Rashi dit c'est une preuve de valorisation. Quand quelqu'un quand un riche il aime son argent, il compte son argent. Même s'il sait combien d'argent il a, il le compte parce qu'il aime tellement son argent, il compte. Et Rashi dit que quand Moshe Rabbeinu doit compter, c'est pas tout le temps parce qu'il ne sait pas combien. Il compte parce que quand tu comptes, c'est une expression de valorisation, de mettre en valeur. Alors, c'est la même chose ici avec le butin.
si la Torah commence à faire la liste de toutes les choses qui ont été prises, qui faisaient partie du butin, parce que c'est une expression de valorisation, de mettre en valeur. Alors, encore une fois, apparemment, c'est une contradiction entre ce qu'on voit avec Réhouven, le Gad, et là, le butin. Et juste dans le contexte de ça, on voit aussi que quand il y a Tsarat, la plaie, la Torah dit, Akadosh Baruch Hu dit, prévenez, dites au propriétaire de la maison dans laquelle il y a la plaie, de vider le contenu de sa maison avant que le Kohen arrive, parce qu'une fois qu'il arrive, il déclare que la maison, il y a du Tsarat, tout devient tamé. Mais Rashi dit, quel est le problème? Si tout est tamé, on va le mettre dans le mikvah, et shalom en Israël. Il y a un problème seulement pour les ustensiles d'argile. Les ustensiles d'argile, c'est les choses qui valent le moins. Ça vaut un rien de rien. À cause de ça. Et là, on voit que Rashi apporte les sages qui disent, à partir de là, on voit qu'Akadosh Baruch Hu valorise les biens d'Am Israël. Et bien sûr, la fameuse histoire. Comment on résout la contradiction? Et la fameuse histoire de Yaakov Avinu, qui après 20 ans, quand il rentre en Israël, après 20 ans avec Lavan, il fait passer toute sa famille d'un côté de la rivière du Jourdain à l'autre. Après, il se rappelle qu'il a oublié Pachim Ktanim, une petite fiole. Il retourne, il se met en danger. Il est attaqué par l'ange de Esav à cause d'une fiole, mais ça ne va pas la tête. Il retourne, laisse tomber. Et de là, les sages disent, mais Polomdim Shechaviv. La tzadikim, chaviv alem la tzadikim mamonam, yoter megufam. De là, on voit que pour les tzadikim, leurs biens sont plus importants que leur vie. Ils apprennent ça de Yaakov, vekol kach lama, et pourquoi? Mitne shelo pashtu yedehem begezel. Parce qu'ils ne volent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Les tzadikim ne volent pas. Plein de gens ne volent. Nous aussi, on n'est pas des tzadikim nécessairement, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi le point? Tzadik, ses biens sont plus importants pour lui que sa vie. On apprend ça de Yaakov Avinu. Et pourquoi? Parce qu'il ne vole pas. Alors pour un tzadik, c'est où? Quand tout ce qu'il a, tous les biens qu'il a, ou c'est le résultat de vol, et il sait qu'il n'a pas volé, donc automatiquement, si ce n'est pas du vol, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est un cadeau. Et si tu conçois que tes biens, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, un cadeau direct, alors tu valorises. C'est comme, je vous donne un exemple, un Anglais, à l'époque de la reine d'Angleterre, que la reine d'Angleterre lui a donné à cet Anglais une épingle. Rien de rien, une épingle. Mais pour cet Anglais, cette épingle, il va le mettre il va l'encadrer, le montrer à tous ses petits-enfants. Ça, c'est la reine d'Angleterre qui m'a donné l'épingle, et ça, c'est un grand truc. Et un tzaddik, le Havdil Billion Abdalot, il sait que le frigo qu'il a, le divan qu'il a, le lit qu'il a, c'est pas par hasard, c'est un cadeau direct d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il est retourné. Parce que ce n'est pas à cause de l'objet lui-même, c'est qu'est-ce que représente la fiole. La fiole, c'est un cadeau pour le tzaddik, c'est comme ça qu'il éprouve les biens qu'il a. C'est un cadeau direct d'Akadosh Baruch Hu. Je ne vais pas laisser ça là-bas. Hein? Et sa vie n'est pas. Alors il a mis justement, moi je suis prêt à tout faire pour préserver. Bon, il ne s'est pas suicidé, il a pris un risque. C'est plus important les tzadikim. Et comment on va gérer cette contradiction entre que Réhouven, Gad et Menaché, ils ont pris le matérialisme et c'est devenu un truc primordial. Tu entends, Chaim? Pourquoi Réhouven, Gad et Menaché c'était négatif? Pourquoi là-bas la Torah nous dit que tout le matérialisme c'est négatif? Parce que ça devient pour eux le truc primordial dans la vie. C'est un but. Alors là c'est négatif. Mais quand le matérialisme, ça fait partie du service à Kadosh Baruch Hu, au contraire, c'est Ratsui. C'est comme ça qu'on doit concevoir. On voit la contrebalance. Oui. Que Ménaché, il était très investi dans la Torah et pas dans les valeurs matérielles, justement spirituelles. Il a fait exprès, Moshe Rabbeinu, de leur donner pour relever le niveau, pour pas qu'ils tombent complètement dans la Vodazara.